recevons le docteur Paul Foucam, qui est chercheur, capitaine d'industrie, et qui vient de commettre avec Gervais Kofi-Njondo un ouvrage, Deux capitaines d'industrie se racontent, que je vous recommande fortement à lire, surtout si vous avez des ambitions dans le secteur économique. Alors, docteur Foucam, je voudrais qu'on entre dans ce livre en parlant de quelque chose qui vous semble hyper important. Vous appelez cela le droit à l'erreur. Qu'est-ce que le droit à l'erreur et en quoi est-ce important pour le continent africain? C'est presque un sujet tabou en Afrique. En Afrique, on considère qu'on ne doit pas commettre des erreurs. Or, c'est justement un problème de définition. Si on entend par erreur l'ensemble des connaissances pénibles et non pénibles qu'on a accumulées pendant une certaine période, il est bien entendu que l'erreur doit être valorisée. Alors, le problème fondamental, c'est quoi? Le problème fondamental, c'est que vous empêchez à un enfant, pour ne prendre que ça, vous empêchez à un enfant de toucher à un fil électrique. Vous avez raison. Sauf que vous pouvez atténuer sérieusement les effets de ce fil électrique et le faire toucher. Alors quand ça va le percuter, oui. Quand ça va le percuter, il va comprendre qu'il y a un danger et il va apprendre de ses erreurs. Donc l'erreur est une véritable source d'apprentissage et une source merveilleuse d'apprentissage. Maintenant, pourquoi je dis qu'on doit reconnaître aux Africains le droit à l'erreur? Surtout sur le champ économique. Parce que, en fait, sur un certain nombre de choses, on lui dit tu ne dois pas y toucher, tu n'as pas l'expérience, tu n'as rien. Comme si l'expérience est acquise de façon instantanée. L'expérience doit être acquise au fur et à mesure que vous commettez les erreurs. Donc, si on vous prive la possibilité de commettre les erreurs, on vous prive la possibilité d'avoir l'expérience. Or, l'expérience doit être payée. Donc, vous voyez, on fait par exemple en Afrique des appels d'offres. Et on dit, il faut avoir minimum expérience de 10 ans. On oublie deux choses. La première, c'est que pour avoir l'expérience, il faut d'abord commencer. Oui. Deuxièmement, on peut acheter l'expérience. C'est-à-dire, on peut recruter les hommes qui ont de l'expérience et avec qui vous devrez aller. Deuxième incongruité, c'est qu'on dit généralement, il faut avoir l'expérience internationale. Oui. Et on tue comme ça dans ton pays. Ça veut dire, on oublie que l'expérience de ton pays vaut quelque chose. Ou on refuse que l'expérience de ton pays ne vaut rien. D'un. Et de deux, comment tu vas commencer par avoir l'expérience internationale si tu n'as pas l'expérience dans ton pays? Comment est-ce que tu vas pouvoir grandir demain? Donc, tout ça, c'est l'ensemble des barrières qui empêchent à l'entrepreneur africain d'évoluer, qui empêchent aux fils et filles d'Afrique de pouvoir devenir ou de se sentir moins complexé et moins abandonné par la communauté et spécialement par les princes qui les gouvernent. Alors, comment on remédie à ce problème-là, docteur Foucam? Parce que c'est un problème vraiment récurrent en Afrique. On a effectivement dans plusieurs chantiers, dans plusieurs projets en Afrique, on recourt de manière automatique
à l'expertise dite entre guillemets internationale, alors qu'on voit aussi un foisonnement de jeunes entrepreneurs qui aimeraient faire des choses, mais qui généralement n'y arrivent pas. Comment, selon vous, on résout ce problème-là? On résout ce problème, je ne sais pas, même enfin, je pense que c'est un problème d'ignorance. Et qu'il faut que vous, les journalistes, vous communiquiez, que vous, les journalistes, vous portiez les messages que nous délivrons. Par exemple, je vous donne... quand tu vas aux États-Unis, quand tu n'as pas échoué au moins 2 ou 3 fois, on ne considère pas que tu es un grand homme. En Afrique, si tu as échoué une fois, vous êtes mis à l'écart. Non. Ce n'est pas à l'écart. Vous êtes considéré comme un paria. Vous êtes considéré, merci beaucoup, vous êtes considéré comme un paria. Ce n'est pas sérieux. Le président de General Motors, un jour, il avait formé un jeune ingénieur. Un jour, il a commis une grosse bêtise qui a permis à General Motors de perdre plus de 20 millions de dollars. Et on lui a demandé de mettre cet ingénieur à la porte. Vous allez être surpris de sa réponse. Non. C'est le prix à payer pour sa formation. Je ne peux pas avoir payé ce prix et le licencier. C'est le prix à payer pour sa formation. L'erreur qu'il a commise, c'est le prix à payer pour sa formation. Aujourd'hui, on vous refuse. Au lieu de dire on ne peut pas vous donner 100 km de tronçon de route, mais on vous donne 10 km, pour que vous commettiez des erreurs dessus, pour apprendre à faire demain 20 km, on dit non, vous n'avez aucune expérience. Et cela veut dire qu'en clair, vous n'aurez jamais la possibilité de faire 1 km de route. Quand vous allez rapidement pour la crise de subprime, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les banques, toutes les institutions financières ont commis des erreurs grossières. Mais qu'est-ce qu'on a fait? L'État américain, l'État français, l'État allemand, ils ont mis de l'argent pour sauver. Ça veut dire on a payé le prix de cette erreur pour que le système continue à marcher automatiquement. Et surtout qu'on apprenne. Que ça va. Et toutes les réglementations qui se mettent en place aujourd'hui, c'est ces réglementations, c'est la conséquence de ces erreurs qui ont été commises à cette époque. Donc, c'est vous, les gens de médias, qui doivent éduquer nous, les Africains, et plus spécialement les princes africains, de prendre au sérieux le secteur de l'économie. Ouais, mais ce droit à l'erreur. Alors, parce que vous voyez, si vous voyez, le chef d'entreprise dans beaucoup de pays africains, et surtout francophones, ne valent rien. Vous voyez, même dans certains pays, lorsqu'on donne des vœux au chef de l'État, il y a une catégorie qu'on appelle les opérateurs économiques, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, ils sont les derniers. Ils sont appelés même après le syndicat des employés. C'est eux qui sont les employeurs. Ils sont invités après, dans le rang protocolaire, après le syndicat des employés.
Cela témoigne de la considération qu'on leur apporte. Vous voyez bien que ce n'est pas sérieux. Vous avez fait allusion au fait que c'est de l'ignorance. Il faut continuer à former et à informer les Africains, notamment au sommet, par rapport à ces incongruités. Alors je voudrais rapidement, toujours sur ce droit à l'erreur, relever quelque chose qui revient, et j'ai vu plein de jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, poser la question. Aujourd'hui, quand un jeune finit sa formation, finit ses études, il a souvent du mal à trouver un emploi, parce qu'on lui réclame 5 ans d'expérience. Ce qui est une chose quand même assez hallucinante, parce qu'on se demande comment il aura de l'expérience s'il n'a jamais travaillé. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien, et plein de jeunes nous remontent ce type d'informations. Ils sont frustrés parce que directement c'est éliminatoire. Et même on voit dans des appels à candidature, on dit nous recherchons quelqu'un qui a tel diplôme, mais surtout qui a minimum 2 ans d'expérience dans le domaine. Comment est-ce qu'on fait pour régler ce type de problème? Parce que si quelqu'un ne travaille pas, il n'aura jamais d'expérience. Donc, bon, pour éviter de mettre les gens dans un cercle infernal, il faut déjà repenser l'éducation pour que l'éducation soit théorico-pratique. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on fait des universités aussi qui ne sont que, même les enseignants, ne rabâchent que les livres, sans jamais connaître ce qui se passe dans la pratique. Il n'y a pas une cohésion entre l'entreprise et le monde éducatif. Il n'y a pas d'imprégnation de l'enseignant aux pratiques de l'entreprise. Vous voyez, si nous prenons le pays qu'on peut prendre un exemple, comme le pays aux États-Unis, vous ne devrez pas enseigner plus de 5 ans sans se détacher au moins 1 an en entreprise. Ouais. Et on se rend compte que dans certaines universités africaines, dans la plupart, ceux qui enseignent, ce sont des capitaines d'industrie, ce sont des praticiens. Dans la plupart, non. Oui, non. Si vous prenez l'exemple de notre université PK-FOCAM, oui, mais beaucoup d'entreprises, beaucoup d'universités. Bon, c'est vrai, il y a quelques universités au Maroc, quelques rares universités en Tunisie. Mais sinon, le reste, c'est la théorie pure. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand même la nécessité, la conscience publique. La conscience publique de ce que, quand on fabrique les gens, il faut en même temps créer les emplois pour eux. Et si, parce qu'en fait, on fait ça pourquoi? Parce que le marché de l'emploi n'est pas demanderesse. Or, si on faisait la promotion des industries, la promotion de l'agriculture, la promotion de services, le marché de l'emploi serait demanderesse. Et on ne serait pas en train de dire il faut 2 ans d'expérience, parce qu'il faut même les avoir. La preuve, quand nous sortons les gens à PK-FOCAM Institute of Excellence, tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui sortent, on les arrache déjà à la porte de l'université, n'est-ce pas? Mais on n'en a pas de quantité suffisante pour pouvoir servir tout le monde. Ça voudrait dire qu'il faut tous ces éléments, comme les éléments sont rares, comme aussi le produit que nous mettons sur le marché est rare, bien on se les arrache. Donc il faut que la puissance publique s'organise de façon harmonieuse pour que l'offre rencontre la demande. Justement. Alors, dans votre livre, vous prenez plusieurs exemples, notamment des capitaines d'industrie, et vous célébrez l'échec, visiblement, dans ce livre. Vous prenez, par exemple, le cas de l'Américain le plus inspirant de toutes les générations, Lincoln, qui a eu un parcours que certains auraient pu qualifier de chaotique,
qui a connu tellement de preuves que même le plus téméraire d'entre nous aurait certainement abandonné, mais qui à la fin a fini par devenir le président des États-Unis. On a des exemples comme ça, Steve Jobs, Jack Ma, Alibaba, on peut prendre des exemples. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de réussite sans échec? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que tous ceux qui ont réussi, que ce soit Bill Gates et les autres, sont passés par des épreuves très difficiles, à la fois au plan personnel et même au plan de la construction de leur empire. Jules, est-ce que c'est un complexe? Pourquoi vous ne citez que les Occidentaux? Non, dans mon livre, j'ai commencé par citer les Africains. Oui, bien en sûr. commençant par le père Muchongue, paix à son âme, qui est décédé. Oui. D'accord? Oui. Et j'ai cité Mandela. Oui. Hein? Oui, bien sûr. Bon. Alors, à votre question, est-ce qu'il n'y a pas de réussite? Sans échec. Sans échec. Il n'y en a pas de réussite sans échec. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas échouer. En tout cas, si vous réussissez sans savoir comment pénible peut-être quelquefois l'échec, vous allez tomber immédiatement. Donc, il est normal que je puisse demander à tout le monde de célébrer l'échec. Pas pour rester dans l'échec, parce que, attention, je reviens sur la définition que je fais de l'échec. C'est une opportunité à recommencer avec plus d'intelligence. Ce qui veut dire que si tu décides d'échouer, si tu dis que j'ai échoué, ça veut dire que tu as abandonné. Aussi longtemps que tu n'as pas abandonné, et tu as cité le cas de Lincoln, j'ai cité le cas de Mandela, j'ai cité le cas de Père de Songwen, Père à son âme, c'est parce qu'ils ont considérer l'échec comme seulement une étape vers la victoire qu'il va rencontrer bientôt. D'accord. Est-ce que vous, docteur Fokam, à titre personnel, vous avez des échecs? Est-ce que vous avez connu des échecs? De vue de l'extérieur, on a l'impression que non. Vous avez fondé Afriland il y a un peu plus d'une trentaine d'années. On n'a pas vraiment d'échecs connus dans le secteur. Même dans le livre? Oui, peut-être dans le livre. Bon, si vous l'avez, si dans le livre, je vous ai montré quelques échecs. Peut-être dans le livre, effectivement. Alors, donc, je ne sais pas si, quand vous agissez, il faut déjà au départ accepter l'échec. Dès que vous commencez à agir, quelle que soit l'action, et quel que soit le domaine que vous engagez, il faut commencer à accepter l'échec comme une composante normale. Est-ce que vous pourrez nous dire aujourd'hui, dans votre parcours, quelles sont les erreurs que vous pensez avoir eu à commettre? Est-ce que vous avez commis des erreurs, Dr Fokam? Mais ici, oui. Est-ce que vous avez la possibilité de nous en citer une ou deux? J'ai commis beaucoup d'erreurs. Quelques exemples. La première, c'est d'avoir cru que, en fait, pas la première, celle que je considère un peu plus pénible, d'avoir cru qu'on peut faire quelque chose de très grand dans la zone franc. C'était une erreur? Une erreur. Parce que les pesanteurs sont trop nombreux pour pouvoir permettre l'éclosion. Une deuxième erreur, parmi les centaines de milliers, c'est de croire que je pouvais galvaniser mes compatriotes vers une possibilité d'être ensemble, pour grandir ensemble, pour réussir ensemble dans ce domaine de compétition. Est-ce que c'est une erreur à proprement parler, Dr Fokam, d'avoir cru dans vos compatriotes? Est-ce que vous avez abandonné? Ça veut dire que vous avez abandonné? C'est pour ça que je parle de l'erreur. Je n'ai pas dit, j'ai pas dit l'abandon. Vous m'avez dit de citer quelques-unes. Oui. Là. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, notamment dans vos pays d'origine, le Cameroun, c'est le projet MC2,
qui est un projet que vous avez porté à bout de bras, on sait qu'il vous tient à cœur, qui aujourd'hui est quasiment détruit au Cameroun. Est-ce que vous vivez ça comme un échec? Non, j'ai vu ça comme une étape, une pensée, mais en fait, ça fait partie, quand j'ai dit j'ai cru que je pouvais faire quelque chose dans la zone franc pour aider, vous voyez, c'est quand même un projet qui a déjà propulsé plus de 3 millions de personnes, qui a été détruit par un simple décret. Je dis décret, c'est un texte, je ne sais pas, je ne connais pas les différenciations, je ne suis pas juriste, qui a été détruit par un simple texte. Malgré tous les efforts que j'ai faits pour faire comprendre qu'il s'agit là d'une erreur fondamentale, qu'il s'agit là de remettre une population qui était déjà capable de s'en sortir par elle-même dans une situation de mendiante, on ne m'a pas écouté. Mais ça, ce n'est pas vous qui vous trompiez, parce que certains estiment que c'est vous qui n'avez pas la bonne lecture de la situation. C'est exact. Mais vous savez, entre deux personnes, il y a quelqu'un qui se trompe. Oui. Et si ce n'est pas eux, c'est moi. Oui. Donc, c'est après, c'est sur la pratique qu'on fait. Seulement, il y a une chose fondamentale qu'il faut signaler. C'est qu'en fait, dans le domaine de ce combat, il y a ce que nous appelons le top-down, où d'en haut, on te donne les instructions pour faire et ce que nous appelons les bottom-up. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie. En haut, c'est quelqu'un qui décide de ce que tu vas faire de ta vie. Je reste tout à fait convaincu que c'est que lorsque je dis à quelqu'un que c'est lui qui décide de ce qu'il va faire de sa vie, que je crois que je suis en bon chemin. Et jusqu'ici, l'expérience en dehors du Cameroun, dans les autres pays, nous sommes au moins dans 5 pays africains, me donne raison. L'expérience dans le monde, parce qu'en fait, n'oubliez pas que depuis le sommet mondial de la microfinance, j'ai toujours expliqué que le top-down est une erreur fondamentale. Et on voit dans le monde entier, aujourd'hui, que le top-down a échoué. Continue d'échouer, que le bottom-up tient toujours debout. Et apporte des résultats. Et apporte de très bons résultats. Le Crédit Agricole en France, Raiffeisen, en Allemagne, etc. Les sociétés des jardins au Canada, c'est quand même des choses qui ont commencé en bas et qui ont refait les fédérations après, et chaque entité est restée indépendante, qui ont refait les fédérations après avoir obtenu leur solidité. Donc, je ne prétends pas que j'ai raison, je ne prétends pas qu'ils ont tort. L'avenir nous dira. Voilà, l'avenir nous dira. 2 fois par semaine, Paul Fokam se rend au PKL Institute of Excellence, une école qui porte son nom et qu'il a lui-même fondée. Banquier, universitaire, chef d'entreprise, milliardaire, il fait partie des 50 plus grandes fortunes d'Afrique. Mais ça ne l'empêche pas de venir donner des cours de management comme un simple professeur. Vous seul serez tenu pour responsable. Vous seul pouvez fixer vos objectifs. Vous seul devez savoir dans quelle direction vous allez. Ces étudiants sont tous de futurs ingénieurs ou managers, des élèves triés sur le volet qui suivent un cursus en anglais. L'objectif, leur permettre de s'insérer sur le marché du travail en 2 ans ou de poursuivre leurs études dans une université partenaire aux États-Unis. Une démarche pragmatique unique au Cameroun. Mais Paul Fokam, c'est avant tout un homme d'affaires. Au Cameroun, il a fondé de très nombreuses entreprises, dans l'assurance, le leasing, les voyages et surtout Afriland First Bank, devenue en 28 ans la 2e banque d'Afrique centrale. Mais la grande fierté de Paul Fokam, c'est la réussite de MC2, un modèle de microfinance qu'il avait imaginé dans sa thèse d'économie en 1989. MC2, cela veut dire microfinance communautaire de croissance. Quand j'ai développé dans ma thèse le modèle de
MC2, on m'a dit que ça ne peut jamais marcher parce que le pauvre est trop pauvre pour épargner. Le pauvre est trop pauvre pour épargner. Paul Focam va prouver le contraire. Le principe de son modèle, c'est de demander aux emprunteurs d'épargner avant d'emprunter de l'argent. Autrement dit, de leur apprendre à mettre de côté avant d'obtenir un prêt. Un paradoxe qui a séduit Madame Do. Elle s'est affiliée à la MC2 de sa ville, Bafia, dès son ouverture. Et elle ne le regrette pas. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un négoce d'arachide. Cela m'a permis à augmenter d'abord mon fonds de commerce et aussi à élever les enfants. Et cela m'a aussi aidé à construire même ma maison, là où j'habite. Et je continue toujours à travailler dur et fort avec eux. Au départ, j'empruntais 300 000 au départ et maintenant je suis déjà à 4 millions. Dans cette petite ville camerounaise, 60% des commerces et des entreprises de la ville fonctionnent grâce à ce principe. Et dans le reste du pays, les chiffres sont aussi éloquents. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté, et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions, parce que pour les effets induits. En 23 ans, 105 MC2 ont été ouvertes dans les zones rurales au Cameroun. De quoi proposer des services bancaires à une large population. Car comme dans n'importe quelle banque, dans une MC2, on peut faire des retraits, des transferts d'argent et bien sûr des prêts. Mais ici aussi, le modèle innove. Dans les MC2, rien ne vient d'en haut. Pour financer les prêts, les utilisateurs doivent s'associer et mettre en commun leur épargne. Un système solidaire et autogéré. Et pour le développer, Paul Focam a eu l'idée de s'appuyer sur les élites locales. Mais nous ne savons pas parler la langue. Nous ne connaissons pas parfaitement les coutumes du coin. C'est vous qui devez porter le message. Et ensuite, parce que vous êtes élite, vous avez un peu plus de moyens, c'est vous qui allez montrer l'exemple. Que voilà, si je commence à mettre, les gens vont vous suivre. Un système qui repose sur la confiance. À Bafia, c'est Ali Ibrahim qui a été approché il y a 20 ans par le docteur Focam. Parce qu'il était un jeune acheteur de cacao, réputé honnête, et parce qu'il connaissait bien les petits planteurs et le monde rural. Avec quelques autres membres influents de la communauté, ils ont investi leur argent personnel pour ouvrir leur MC2. 20 ans plus tard, leur mutuelle compte 8000 membres et leur richesse collective a été multipliée par 375. Parce que nous sommes partis avec un capital de moins de 8 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, nous avoisinons déjà 3 milliards de bilan. De bons chiffres qui s'expliquent par les taux d'intérêt pratiqués. Ils ne dépassent jamais 15%, là où ceux des autres établissements de microfinance peuvent aller jusqu'à 36%. La chance que nous avions, c'est que les MC2, c'est des mutuelles. Nous sommes dans des localités où nous sommes censés nous connaître tous. Ce qui fait que les garanties, nous les accordons, nous les prenons, mais ce n'est pas avec beaucoup de facilité, plus de facilité que les banques classiques. Résultat, à la MC2 de Bafia, le taux de remboursement est de 95%. Mais la mutuelle ne se contente pas de financer les entreprises. Elle les accompagne aussi dans leur développement. Dans la campagne de Bafia, ce groupement d'éleveurs de poulets vient d'être aidé par la MC2. La mutuelle leur a prêté 10,8 millions de francs CFA. Et ils nous ont octroyé tout cet argent, ce qui a permis qu'on achète le terrain. Nous avons acheté un demi-hectare. Nous avons bâti ces 2 bâtiments et avions lancé les sujets. Mais au-delà du financement, la mutuelle a aidé ces jeunes diplômés à bâtir techniquement leur projet. Elle les a accompagnés lors de l'achat du terrain, de la construction des infrastructures et de l'achat des poussins. En moins d'1 an, ils ont déjà remboursé 90% du prêt initial. Et la vente prochaine de ces poulets devrait leur permettre de couvrir largement l'échéance et ainsi de déclencher de nouveaux prêts. Mais ce système qui repose essentiellement sur la confiance ne pourrait pas fonctionner sans contrôle.
Bonjour Chantal. À l'agence de Bafia, un contrôle inopiné est en Je suis cours. là pour un contrôle inopiné. Je constate que le dernier arrêté que vous avez fait, vous étiez à 14 480 400 francs. Est-ce que depuis ce matin, vous avez enregistré des versements? Pour quel montant? Depuis le départ, c'est ADAF, une ONG camerounaise qui encadre l'ouverture des MC2. Elle forme ses membres, mais surtout les contrôle. Une opération indispensable dans un pays jugé parmi les plus corrompus selon Transparency International. Vos liquidités, vous avez là, vous pouvez les déposer sur la table. Bon, je peux donc vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc le contrôle est absolument nécessaire pour que les agents qui exécutent leurs tâches sachent à tout moment qu'on peut vérifier la véracité, n'est-ce pas, des encaisses. Et ça leur permet chaque fois d'être au point, d'être à la page. Parce qu'on a constaté dans certaines institutions des détournements de fonds et la prévention à ces détournements, c'est effectivement le contrôle et l'audit. Mais pour Pierre Tchomobé, la structure même des MC2 les préserve des détournements. Quand les gens prennent en charge, n'est-ce pas, la création de leur propre institution, ils sont plus conscients qu'il faut qu'ils contrôlent cette institution pour que rien de mauvais ne se passe. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'institution grandit, eux-mêmes, ils se sentent grandir. Grâce à ce modèle de finance coopérative autogérée, Paul Fokam a su imposer les MC2 comme le deuxième réseau de microfinance au Cameroun. En un peu plus de 20 ans, les 105 mutuelles MC2 ont injecté 145 milliards de francs CFA dans le tissu économique camerounais. Angèle Kenny, 33 ans, est une agricultrice à succès basée dans la petite ville de Santhiou, dans l'ouest du Cameroun. En moins de 5 ans, elle a fait passer son exploitation du gingembre de 1 à 30 hectares avec un rendement annuel d'environ 600 tonnes et un chiffre d'affaires de plus de 120 millions de francs CFA. Au début, j'ai commencé par faire, c'était 10 bions. De 10 bions, je suis allé à 1 hectare. Aujourd'hui, je fais déjà dans les 30 hectares de gingembre. Et en faisant même dans les 30 hectares, grâce à ça, je me suis déjà conçu. J'ai déjà mon terrain, j'ai des terrains aussi que j'ai déjà eu acheter. À des milliers de kilomètres d'Angèle Kenny, Mariam Sissé, cette Guinéenne basée à Conakry en Guinée, a également fait de l'agro-industrie son secteur d'activité. En quelques années seulement, elle est devenue l'un des principaux fournisseurs de pâte d'arachide en Guinée, voire dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Au départ, je n'avais quasiment pas d'argent. Tout ce que j'ai pu avoir pour débuter mon activité, c'était 2 kg d'arachide. Contre vents et marées, j'ai persisté et j'ai progressivement accru mon activité. De ces 2 kg, je suis passé à 10, ensuite 1 sac, 2 sacs, 3 sacs et ainsi de suite. En 2010, j'ai décidé de formaliser mon activité en créant une entreprise. Et c'est mon entreprise qui m'a permis de progresser et même d'aller à l'extérieur du pays dans des foires. Il y a 10 ans, les 2 femmes étaient des agricultrices primaires essentiellement orientées vers la subsistance. Elles ne semblaient pas prédestinées à un éventuel succès. Pourtant aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise prospères qui offrent à des dizaines de ménages la possibilité d'offrir un niveau de vie décent à leur progéniture grâce aux emplois qu'elles ont créés. À la base de leur succès, le modèle MC2. L'une des solutions que la communauté internationale a trouvées pour réduire l'extrême pauvreté à la fin des années 80 était la microfinance. Une solution qui s'est révélée par la suite être une quasi-catastrophe car elle reposait sur une définition et une compréhension erronée du concept de la pauvreté. Dans son rapport intitulé « Surmonter la pauvreté » publié en 2000, le Programme des Nations Unies pour le développement définit la pauvreté générale comme la condition d'une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins essentiels non alimentaires. De même,
La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres organismes internationaux définissent la pauvreté comme la condition d'une personne vivant avec moins d'$1 par jour. Ces définitions ont conduit à la restriction du concept de microfinance au seul microcrédit, ce qui a plutôt eu un effet inverse, notamment la création d'une quasi-dépendance de nombreuses personnes à la dette et fait de ces catégories vulnérables les personnes les plus pauvres à travers le monde. Le docteur Paul Fokam, chercheur africain éminent et iconoclaste, a estimé que les définitions occidentales de la pauvreté étaient trop restrictives. Il a insisté sur le fait que la pauvreté ne pouvait être définie que comme un état de dénuement intellectuel, moral et matériel qui empêche les individus de prendre en main leur destin ainsi que celui de leur communauté. La vraie définition qu'il faut donner à la pauvreté doit tenir compte de 3 aspects fondamentaux. L'aspect intellectuel, l'aspect moral et l'aspect matériel. Or, cette définition ne tient compte que de l'aspect matériel. Donc, je vous propose cette définition. Et pauvre, celui qui est dans un état de dénuement mental, intellectuel et moral qui l'empêche de se réaliser. Tout simplement. Dans sa thèse de doctorat intitulée « Le défi du financement des petites et moyennes entreprises, le cas du Cameroun » qu'il a défendu en 1989 à l'université de Bordeaux 1 en France, le docteur Paul Fokam a démontré que personne n'est trop pauvre pour épargner. Il fait valoir que les pauvres sont en réalité ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent et que par conséquent, la pauvreté ne peut être vaincue en offrant simplement aux pauvres de l'argent gratuitement. Ces travaux l'ont amené à conclure que la victoire sur la pauvreté n'est possible que si les moyens de la communauté ainsi que leurs compétences sont combinés, ce qui a donné naissance au modèle MC2 dont la formule est VP égale AM fois C fois C do. MC2. Le pilier essentiel du modèle MC2 sont au nombre de 3. Le premier, qui est le fondement, c'est quand même que chacun est maître de son propre destin. Le second, c'est que personne n'est trop pauvre pour pouvoir épargner. Le troisième, c'est que c'est ensemble qu'on gagne. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre les moyens et nos compétences ensemble pour réussir ce qu'un seul individu ne pourrait pas réussir. Contrairement aux autres modèles économiques, le modèle MC2 se distingue en mettant l'accent sur l'éducation des pauvres, en les aidant à développer la culture de l'épargne, en leur permettant de développer leur esprit d'entreprise et leurs compétences et en les encourageant à partager leurs richesses par le biais d'intérêts communs et des projets sociaux. Ce modèle sous-tend la volonté d'aider les pauvres à recouvrer leur dignité grâce à l'autonomie économique et financière. En outre, le modèle offre une flexibilité incomparable grâce à l'inclusion des valeurs socio-culturelles et traditionnelles locales des communautés dans lesquelles il est mis en œuvre. Le modèle s'adapte également et facilement à différents secteurs d'activité. Lorsqu'il est mis en œuvre dans le secteur agroalimentaire, il prend principalement la forme d'agropôles et d'autres formes de regroupement. Le modèle MC2 a 2 variantes, la variante rurale, les mutuelles de croissance communautaire. Ce sont des microbanques de développement rural créées et gérées par les communautés locales dans le respect de leurs coutumes et traditions. La variante urbaine, la mutuelle financière des femmes africaines, les MUFA, qui est un instrument de création de richesse pour les femmes à faible revenu. Les 2 variantes du modèle MC2 sont conçues pour protéger les membres de tout choc externe auxquels ils seraient exposés s'ils étaient dans le système financier conventionnel. Ce qui est important dans les MIFA, c'est l'autonomisation des femmes. Ça veut dire que les femmes se prennent en main. Ce n'est pas comme les autres microcrédits, ce n'est pas la banque ou une structure qui gère, c'est les femmes elles-mêmes qui gèrent. C'est elles qui se font des crédits, c'est elles qui gèrent. En plus de soutenir les Africains dans leur quête d'une vie meilleure, le modèle MC2 s'est maturé. En d'autres termes, le modèle MC2 est conçu de manière à ce que les microbanques ne puissent prospérer
que si les membres deviennent tous autonomes. Par conséquent, le modèle MC2 par le biais de microbanques de développement rural et de MUFA remplit efficacement le double objectif de parvenir à l'autosuffisance financière et opérationnelle et d'atteindre les populations dans le besoin, principalement grâce à sa conception unique et innovante. C'est pourquoi les MC2 et les MUFA constituent un facteur clé de la vie socio-économique des communautés dans lesquelles ils se situent. Cela est d'autant plus important qu'en plus de fournir aux pauvres des services de financement accessibles et adaptés, leur mission s'inscrit dans le cadre plus large du processus du développement communautaire. La spécificité du modèle MC2, c'est que c'est un modèle communautaire, un modèle de développement endogène. Donc quand on dit aux femmes, désormais, vous allez vous prendre en charge vous-même. Donc vous allez créer votre banque qui va vous appartenir, qui sera gérée par vous et qui sera à votre service. Vous voyez, c'est très facile pour elles d'appréhender ça parce que c'est quelque chose qui les concerne elles toutes. Comme leur petit commerce, elles voient donc elles font le parallèle et voient que effectivement la banque, la microbanque, il faudra juste qu'elles y mettent le même sérieux, la même organisation. Et évidemment, nous sommes là pour les encadrer, les appuyer et leur montrer comment respecter les canaux financiers. Au fil du temps, les MC2 et les MUFA ont acquis un savoir-faire en proposant des solutions financières basées sur les connaissances spécifiques du contexte pour promouvoir l'autonomie des pauvres, en particulier dans les zones rurales où la plupart des investisseurs refusent de s'aventurer. Plus de 20 ans après sa mise en œuvre, le modèle MC2 a permis aujourd'hui à des millions d'Africains de sortir de la pauvreté, de prendre en main leur destin et de vivre dans la dignité. Nous sommes en train d'œuvrer véritablement pour chasser la pauvreté en Guinée. Donc notre objectif, c'est que dans tous les hameaux, dans tous les coins de la Guinée, que l'on puisse créer ces structures afin d'aider véritablement les Guinéens et les Guinéennes à se prendre en charge de façon durable et à sortir graduellement de la pauvreté. Vous savez que la lutte contre la pauvreté est une lutte de longue haleine. C'est un ennemi coriace, mais au vu des premiers résultats, nous pensons qu'avec l'apport de tous, avec l'implication de tout le monde et surtout du gouvernement qui nous appuie beaucoup, nous pourrons très bientôt réduire le gap de la pauvreté ici en Guinée. Aujourd'hui, le MIFA réellement est un succès. La preuve aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État, amis, voisins m'ont demandé de demander à FOCAM d'aller chez eux pour installer des MIFA. Ce qui est important dans les MIFA, c'est l'autonomisation des femmes. Ça veut dire que les femmes se prennent en main. Moi-même, issu d'une famille pauvre, j'ai juré qu'il y avait une possibilité d'enrayer la pauvreté. Il faut arriver à restaurer la dignité de chaque Africain. Il va falloir couvrir toute l'Afrique. C'est mon rêve. Et ce rêve, je le caresse. Et j'espère que beaucoup des acteurs du monde économique, du monde politique, du monde social vont se joindre à notre bataille pour restaurer cette dignité à l'Africain et à l'Afrique. Grâce à la naissance et à l'implémentation du modèle MC2, des millions d'Africains peuvent se targuer aujourd'hui d'être des personnes dignes et fières qui ont définitivement dit adieu la pauvreté.